Jerry, c'était une personne réservée, quand même. C'était pas un gars qui, tu sais, quand il prenait la place, c'était parce qu'il était sous, sacrément. D'habitude, il était assez réservé, Jerry. Salut, ici Dominique Tardif. J'ai 34 ans, je suis journaliste et j'aime le rock'n'roll. S'il y a un seul artiste que j'aurais vraiment aimé interviewer, c'est Jerry Boulet, qui nous quittait il y a 30 ans, alors que moi, j'avais à peine 4 ans. Voilà pourquoi je m'engage aujourd'hui dans une quête, celle d'aller au plus près du vrai Jerry, en jasant avec ceux et celles qui l'ont connu et qui l'ont aimé. Je suis sûr qu'ils vont me raconter un Jerry différent de celui qui a fini par être avalé par son mythe. Ça se peut même qu'en chemin, on le déconstruise un peu, ce mythe-là. Mais peu importe, Jerry Boulet, animal musical, c'est une célébration de la vie et de l'œuvre de notre plus grand rocker, une aventure qui laissera assurément sur mon cœur de pierre une ou deux égratignures. On dit que les plus grands hommes révèlent leur vrai visage quand ils connaissent du succès. Dans ce 3e épisode, c'est ce Jerry-là que je veux apprendre à connaître, celui qui avait presque cessé d'y croire, et pour qui ça commence enfin à fonctionner. Après d'innombrables changements de personnel, Offenbach a trouvé en John McGail et Breen LeBeuf 2 joueurs clés. Yes! Le groupe a aussi trouvé en Pierre Huet un parolier d'une dangereuse efficacité. C'est lui qui, en 1978, va parvenir à écrire la majorité des textes de l'album Traversion en un peu plus de 2 semaines. Ça va bien, sauf que franchement, on est encore loin des tournées en France ou de la marquise du Forum de Montréal, mais après plusieurs années de bisbilles et d'incertitudes, le fun est enfin revenu sur scène et sur la route. Comme me l'a raconté Breen LeBeuf, c'était la joie dans le véhicule de tournée d'Offenbach, l'Offenbazoo. Dans le tour bus, quand vous étiez ensemble, c'était pas mal ça la scène. Le tour bus est venu plus tard, oui, dans l'Offenbazoo, dans notre station qu'on avait acheté d'Alain Simard. Il nous a vendu son vieux station, tout décollissé, puis là-dedans, ça sentait à gitane, puis des pètes de bière, puis let's go, c'était quelque chose. Mais là-dedans, on faisait du long millage ensemble, parce qu'on n'avait pas peur de la route. Ça fait qu'on partait de longs voyages, là, on s'en va à Gaspé, let's go. On embarque dans le char. Moi, j'étais le placoteux de la gang. Jerry, il m'écoutait puis il riait, Puis il m'écoutait à peine des fois. j'étais comme du noise, background noise. Johnny il m'appelait la radio. Il disait, il n'y a pas de bouton, on peut pas fermer ça, c'est... Il y avait des périodes où c'était long. À compter les arbres, là, ça peut être long. Le Québec, ça peut être très, très immense. Ça fait qu'on trouvait des façons de passer le temps. Moi puis Jerry, on avait un petit game qu'on jouait. On s'est rendu compte que on venait des mêmes souches, en fin de compte, en quelque part. On avait écouté du R&B ensemble. Il avait écouté pas mal de musique américaine noire à l'époque. Puis il tripait sur le R&B. Ça fait qu'il en avait fait beaucoup en cover dans les bars quand il était jeune. Mais quand il était jeune, il n'y avait pas 2 mots d'anglais. Ça fait qu'il inventait des onomatopées qui sonnaient comme les textes. Ça fait qu'il me chantait des tunes, puis je pissais dans mes culottes. C'était trop drôle, vraiment, là. Puis moi, je lui disais les vrais textes. Puis là, lui, partait à rire. Enfin, il comprenait c'était quoi la tune, puis il trouvait ça drôle, qu'est-ce qu'il avait fait. Ça fait qu'on jouait ce game-là, on comparait nos textes. Dire n'importe quoi sur un texte, ça va devenir pour Jerry Boulet, des années plus tard, une technique de création. Pendant l'écriture de l'album Traversion, le parolier Pierre Huet doit souvent travailler à partir de musiques sur lesquelles le chanteur débite une bouillie d'onomatopées insensées. Il y a aussi le petit nouveau à la guitare, John McGail, qui arrive avec des musiques qui sont souvent déjà accompagnées de textes en anglais. Des textes en anglais un peu nono, qui vont quand même parfois aider Pierre Huet. Quand je suis arrivé, il y avait une mine d'or en la personne, c'est José de John McGail, et des chansons qu'il avait déjà. John avait
quelques-unes excellentes chansons avec des textes en anglais que Jerry m'apportait avec ce que Jerry appelait du shredder, qu'on appelle aujourd'hui du yaourt, c'est-à-dire Jerry qui dit n'importe quoi pour me donner le phrasé des chansons. Et là, je faisais un texte à partir de ça. Mais c'était pas prévu que j'en fasse autant. Ouais. Femme qui s'en va, je m'amuse toujours à la raconter quand on me demande comment j'écris. Femme qui s'en va était une tonne de John, qui avait un texte anglais que j'écoutais pas, mais dont le refrain était Funky Samba, qui est devenu Femme qui s'en va. Alors, des fois, de la même manière que dans J'ai le rock'n'roll puis toi, qui était une tonne de John aussi, quand il dit It's getting me down, mais c'est devenu Il y a ton corps qui me donne. Ça fait que des fois, tu t'aides. C'est cette foutue chanson qui était comme la dernière qu'on a faite, je pense. On était dans un studio pas loin d'ici, derrière chez TVA. Jerry m'avait enfermé dans le studio à côté. T'sais, mettons que studio A, studio B, lui est en le B, et là, une phrase à la fois, j'allais porter. Ce qu'on appelle puncher un texte, là, c'était une à la fois, puis il manquait le maudit refrain. T'sais. Et je me souviens de ce que ça n'a pas été, c'est-à-dire j'étais rendu à J'ai le rock'n'roll au pied. Ça a été non, parce que Jerry est un très bon éditeur. Il savait dire fermement, non, c'est pas ça encore, je te renferme de l'autre côté. Et finalement, un gars ne s'attend que la phrase toute simple, pourtant, J'ai le rock'n'roll puis toi, est sortie. Dieu merci. La vision de l'industrie de la musique qui est décrite dans Je chante comme un coyote, est-ce que c'est la vôtre ou c'est celle de Jerry? Moi, je dis toujours que quand je fais des chansons pour quelqu'un, je cherche l'endroit concentrique, la place où nos deux territoires se chevauchent. T'sais? Alors, j'ai la prétention de dire que depuis que je travaille en chanson, j'ai jamais fait des choses pour satisfaire le public, un producteur, ou pour être certain que ça se vende et autres. Je me suis toujours gardé en position. Je m'excuse, je passe par moi pour arriver à Jerry. Ça m'arrive. J'ai jamais voulu dépendre de la chanson pour vivre. Donc, ce qui fait que dans ma vie, j'ai souvent refusé des trucs. Je me souviens d'une chanteuse remarquable avec qui j'ai travaillé par la suite, mais son producteur m'avait appelé en disant, on a 12 chansons de prêtes, il manque juste les paroles. Il faut que tu nous livres ça dans 2 semaines. Pas 2 fois des 2 semaines, là. Donc j'avais refusé. Tu sais, ça aurait pu être très profitable pour moi. Donc, cette vision de dire que qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire, tu sais, j'étais content parce que, tu sais, il faut bien dire que Jerry était pas aussi un grand bavard et que ce qui est dit là-dedans, je sais maintenant que les disques en or pour les avoir, les compromis qu'il faut faire et blablabla, c'est pas une affaire dont on avait parlé avant. Et Jerry n'aurait pas chanté s'il était pas d'accord avec. Donc, j'étais content d'être tombé sur une image forte qui fit avec lui, c'est-à-dire celui de la Lune qui ressemble à un disque d'or. Et à l'époque, Offenbach vendait pas beaucoup de disques. Hein. Je veux dire, je connais pas les chiffres exacts. Je pense que Traversion a été leur premier album à succès. Tu sais, je pense que Tabarnak ou l'Oratoire, c'est des succès dont la star, c'est mythique, mais ça n'a jamais beaucoup vendu. Et même les 45 tours, tu sais, quand le 45 tours, j'ai le rock'n'roll puis toi, puis Face B, Chante comme un coyote ont sorti, au dire du gérant, c'était le Lascaux. Il dit, je mets plus d'argent après, là. Tu sais, si ça passe pas, on est fait, là. Tu sais, alors, ce qui fait que je suis bien content, ça, l'album a bien marché, a beaucoup marché. Donc, cette question de disque d'or, je suis sûr que Jerry voulait le succès, il voulait de l'argent, il voulait de la popularité, mais c'est pas des valeurs mauvaises, tu sais, mais pas au prix de compromission. Écrire 8 textes en 15 jours, 3 semaines, c'est une épreuve herculéenne que Pierre Guet va accomplir, et pas à moitié à part de ça. Parmi les 8 chansons dont il signe les paroles sur Traversion, il y a notamment 2 autres bières, J'ai le rock'n'roll pis toi, Les os qui dorment, Mes blues passent plus dans la porte, et Je chante comme un coyote. On dirait presque un greatest hits. C'est quoi ma chanson préférée d'Offenbach que vous demandez? Ben disons que ça dépend des semaines. Mais ces temps-ci, celle qui trône au sommet du palmarès de mon cœur, c'est Je chante comme un coyote. J'ai l'impression que Pierre Guet a parfaitement cerné dans celle-là le mélange de farouche indépendance et de puissant désir d'être reconnu qui habitait Jerry. J'étais pas mal ému d'apprendre que c'est aussi une des chansons préférées de Breen. Moi, Je chante comme un coyote. Pour moi, c'est une chanson qui m'élève. Il y a des chansons où, comme Keith Richards a dit, les musiciens, on est chanceux, quand ça va bien, on vole, on plane. Elle me fait planer régulièrement. Cette chanson-là, la façon que Jerry a trouvé pour la chanter aussi, j'aime essayer de la chanter, mais j'ai évité la plupart des chansons que Jerry chantait justement parce que je veux pas abuser de la chanson dans mon oreille. Comprends-tu? Tu veux continuer de l'entendre comme Jerry faisait. Ben oui, parce que c'était ça. C'était ça.
T'sais. Je le limite pas. Et pour une interprétation, ben il l'a eu. T'sais. Am I gonna go downhill with the song? Je pense que je veux pas la descendre d'une coche, là. T'sais, c'est pas nécessairement. Je vais trouver une autre chanson à abîmer, t'sais. C'est pour ça que les textes, à mon avis, c'est pas interchangeable. C'est très rare qu'un texte va m'être refusé. Point. Mais supposons un texte m'est refusé, c'est rare que je vais dire, tiens, je vais le donner à machin à la place. En fait, ironiquement, il y a un texte sur Traversion. Johnny avait écrit une musique que Jerry m'a apportée. J'ai fait un texte là-dessus. Finalement, la toune n'a pas fait le disque final, n'a pas été la 11e toune. C'était une musique assez banale entre nous. Mais c'est ce texte-là qui était dans mes tiroirs un jour. Pour un chum mal pris, c'est-à-dire Pierre Bertrand, j'ai sorti le texte. Le chant s'appelle « J'ai la fièvre ». Et c'est ça, un moment donné, je croise Jerry. J'ai-tu rêvé? J'ai cru entendre à la radio ce texte-là que tu nous avais donné. Eh bien oui. Donc, il y a une chanson qui a été brièvement une chanson d'Offenbach, voilà, qui est devenue une chanson de Pierre Bertrand. Un texte d'une chanson de Pierre Bertrand. Je vous avoue que j'aimerais beaucoup entendre la version originale de « J'ai la fièvre » jouée par Offenbach. Vous pouvez toujours vous rabattre sur ce que Pierre Bertrand a fait de ce texte-là signé Pierre Guet. Ça se retrouve sur son premier album solo de 1981. Le tournant des années 70-80 va d'ailleurs sonner la fin pour beaucoup de groupes importants au Québec, comme Beau Dommage et Harmonium. Mais c'est vraiment pas le cas pour Offenbach, qui connaît un nouveau souffle, une opportunité que Jerry veut surtout pas gâcher. Il avait beau être un rocker, c'était d'abord et avant tout un musicien d'une rigueur qui pouvait détonner avec certaines habitudes typiques des milieux rock'n'roll. Jerry, c'était un phénomène assez bizarre comme personne vis-à-vis la façon qu'il présentait sa musique. Authentique au bout. Jerry était le contraire de ce que je faisais quand j'embarquais sur la scène. Moi, je bluffais pas mal, tu sais, que je veux dire, j'improvisais. Je me souvenais plus de ce que j'avais fait la dernière fois parce que j'avais pas de discipline musicale, vraiment, tu sais. J'y allais comme le band m'amenait. Tandis que Jerry, il trouvait vraiment une façon de faire une chanson, là, de chanter une façon. Puis check les versions. Ils ont toute une vie individuelle, les interprétations, mais ils sont toutes pas mal les mêmes notes à la même place, avec le même attaque, puis il y avait un timing très solide. Il était discipliné dans sa musique. Cette discipline, ça s'entend dans les interprétations calibrées au quart de tour de Jerry, mais aussi dans la rigueur qu'il met à choisir des textes qui vont lui permettre de dire quelque chose de vrai. Si les deux Pierre, Harel et Huet, sont certainement les paroliers les plus importants de l'histoire d'Offenbach, il y en a eu plusieurs autres, dont Marc Desjardins. Marc va écrire des textes pour les deux derniers albums d'Offenbach, Tonne de briques en 1983 et Rockorama en 1985, mais sa relation avec Jerry s'amorce avant ça. Il est sans doute un des journalistes qui a interviewé le plus souvent Offenbach, parce que de 1977 à 1983, Marc Desjardins travaille tantôt comme journaliste, tantôt comme rédacteur en chef pour le légendaire magazine musical Québec Rock. On l'a rencontré pas loin de chez lui au Parc Athéna, dans Parc Extension, par un splendide après-midi d'été, pendant qu'autour de nous, des vieux monsieur Greg buvaient du café et jasaient fort. Les ingrédients principaux du succès d'Offenbach, c'était la voix de Jerry. Quoi d'autre? Bien, la voix de Jerry, des mélodies qui sont toujours fortes. Mm-hmm. Toujours fortes. Et évidemment, des textes. Des textes qui sont interprétés. Pour qu'un interprète rayonne, ça, il prend autant des mélodies que des textes. Puis être chanté par Jerry, là, c'est quelque chose. Moi, dans ma carrière de parolier, il y a deux personnes qui m'ont fait venir des frissons parce qu'ils m'ont chanté. René Claude, puis Jerry. Deux opposés. Deux genres très, très différents, mais... René adorait deux Jerry. Grands interprètes. Ah oui? Absolument, absolument. René adorait Jerry. Donc, Jerry avait le respect des gens, même à l'extérieur du cercle du rock. Ah oui, écoute. Quand Luc a écrit Starmania, dans sa tête, à lui, le businessman, il fallait que ça soit Jerry. Il le voyait dans sa soupe, il en rêvait, il voulait écrire pour cette voix-là, il voulait y bâtir une carrière et tout, là. Il a proposé à Jerry.
le blues du businessman. Jerry l'a vraiment envoyé chier. Et Luc a été blessé pour le restant de ses jours à cause de ça. Et imagine le blues du businessman chanté par Jerry. Oui. Ça aurait été hallucinant. La version de Claude Dubois est pas pire pantoute. C'est même un grand classique. Mais le blues du businessman chanté par Jerry, c'est vrai que ça aurait été hallucinant. Pendant que j'essayais dans ma tête de m'imaginer comment ça aurait sonné, j'arrêtais pas de me demander pourquoi est-ce que Jerry a envoyé promener Luc Plamondon? Notre ami Pierre Huet avait une explication. J'ai raconté l'anecdote où Jerry était arrivé. J'étais dans un petit café, un bar qui s'appelait le Merlin, ça rue Laurier, où j'allais quand je voulais pas être vu pour des raisons sentimentales. Et Jerry est arrivé un soir, sous. Heureusement, j'ai un témoin. J'étais avec mon ami Garnotte. Et Jerry s'assoit avec nous autres. Puis il était sous un râleux. Et il était en tabarnak parce qu'on venait de l'insulter en lui proposant de chanter une tune qui s'appelle le Blues du Businessman. Mais j'ai compris que c'était la phrase « J'aurais voulu être un artiste » qui l'insultait. Tu sais, je suis un artiste. Pas jamais je chanterais ça. Tu sais. Et ce soir-là, mon ami, on est resté Jerry en train de dormir sur la table. Là, il s'en venait gazant. Tu sais, je veux dire, les bières rentraient, il radotait et tout. Alors donc, certainement pas un saint, mais il paraît ils l'ont réveillé à 4 heures du matin pour qu'il s'en aille chez eux. Il n'a pas pogné de bataille avec personne, mais c'est ça. Il y avait ce personnage aussi. Drôle de bébite, homme complexe que ce Jerry. Pas question pour lui d'aller chanter, même en personnage, qui aurait voulu être un artiste. Toujours quelque part entre son désir d'avoir du succès et son dédain des compromis, il pouvait d'un côté refuser d'interpréter ce qui allait devenir un des plus grands succès de la chanson francophone, et d'un autre, s'approprier une poésie beaucoup plus sibylline, comme celle d'André Saint-Denis dans Aïe Aïe, qui n'est pas exactement le texte le plus facile à saisir. Il y avait presque quelque chose de punk dans cette façon de vouloir à la fois bousculer et être aimé. Jerry Boulet, punk? Bon, c'est peut-être un peu tiré par la crinière rock de notre Jerry comme analyse, mais c'est quand même ce qui me vient en tête depuis les confidences de Pierre Huet sur les origines de la chanson « Les eaux qui dorment ». Les eaux qui dorment, c'est mon hommage à la musique punk. Dans le sens que j'aimais beaucoup l'idée de ces personnes qui faisaient peur. Tu sais, je veux dire, les punks avaient choisi par leur coupe de cheveux, de la couleur de leurs cheveux, de par leurs épingles à la couche et tout, de faire peur au monde. Et il était comme une menace tranquille. Et j'aimais bien cette idée-là, tu sais, de dire, je vous fais peur, hein, puis vous savez pas qui je suis et tout. Alors, Jerry l'a jamais su, hein, mais pour moi, c'était un clin d'œil à ce que j'aimais et que j'aime encore de la musique punk, dans le sens que je veux dire, surtout des musiciens qui faisaient peur aux autres musiciens. Ça, je trouve ça bien fun. Comme beaucoup de rockers, Jerry Boulet savait présenter un homme différent selon les circonstances. Autant il y avait un Jerry qui fréquentait des gens à la réputation douteuse, des gars de basic, autant il y avait un Jerry sensible à l'intelligence de ses amis poètes. Sensible aussi au monde qui change autour de lui. Tonne de Briques est le premier album d'Offenbach sur lequel une femme, F. Desiel, signe des textes. C'est aussi sur cet album-là qu'a été enregistré Le Juge et l'Assassin, écrite par Marc Desjardins, une chanson qu'on pourrait qualifier de féministe. Au diable la distance journalistique, en avril 1983, Marc Desjardins publie dans le magazine auquel il collabore, Québec Rock, son entrevue avec Offenbach au sujet de l'album Tonne de Briques. Et fidèle à ses habitudes, Jerry dit les affaires comme elles le sont, sans passer par 4 chemins. Mais bon, puisque Jerry n'était pas disponible, on s'est contenté de l'imitation de Marc. OK, c'est sûr qu'on peut pas jouer à être des tapettes, dit-il. On a une image de viril, on est né comme ça, on a été éduqué comme ça, mais avec le temps, notre façon de penser change. Je pense plus que c'est loser d'avoir l'air sensible, d'être gentil. Beaucoup d'influence de Françoise dans ça. Beaucoup. Une femme extraordinaire là, dans sa vie. Elle a changé beaucoup de choses. Comment il l'a transformé? Françoise, c'est une intellectuelle. C'est quand même la sœur d'un cinéaste et ils sont connus comme ça. Et Jerry, c'est quelqu'un qui respectait les intellectuels, beaucoup, qui respectait. Fait qu'il a fait de l'art de philosophie, il y avait des échanges vraiment intéressants et tout. Puis, tu sais, le côté brut rocker de bar,
tu l'enlèves pas. Au fond, Jerry, c'était le chanteur des Gants Blancs qui vient de la Rive-Sud et tout, mais dans cette entité-là, c'est lui qui leadait, donc il fallait qu'il pense et tout. Puis autour de lui, les autres, c'était pas... mettons que Johnny Gravel, il a joué bien de la guitare, mais ça n'a jamais été un grand penseur. Mais comment t'expliques donc que Jerry avait autant de respect pour les intellectuels, pour les poètes, si lui-même venait d'un milieu très, très populaire? Je pense que t'es pas obligé de venir d'un milieu intellectuel. Je viens d'une famille ouvrière, tu sais. Puis je pense qu'Harel l'a éveillé à ça. Parce qu'Harel, tous ses côtés frustres et macho et tout, c'était aussi un intellectuel, tu sais. Puis il a montré la beauté des mots et tout. Mais je pense que c'était en lui, tu sais. Ça a toujours été... jamais tu pouvais voir Jerry mépriser quelque chose qui est intellectuel ou un artiste qui se faisait d'affaires plus cérébrales, tu sais. Il aimait toutes sortes de choses. La Françoise dont nous parle Marc, c'est la nouvelle amoureuse de Jerry, Françoise Faraldo, avec qui il est revenu de France après le tournage du film Tabarnak, un film réalisé par le frère de Françoise, Claude. C'est avec elle que Jerry s'installe sur la rue Baudry. Ils vont avoir ensemble une fille, Julie. Et l'auteur Pierre Huet a parfois la chance de côtoyer ce Jerry du quotidien, plus familial. Évidemment, j'ai connu Jerry sur scène, j'ai connu Jerry en répétition, j'ai connu Jerry en studio, mais j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à la maison. Donc, avec Françoise, c'est sa petite qui était assez plus jeune, elle est beaucoup plus jeune, il y a un bout de temps de ça. Et donc, c'était un homme de maison. Il y a quelqu'un qui me racontait récemment que sa fille est à la même école que la fille de ce gars-là, puis il dit qu'il était allé à une fête d'enfants chez Jerry, puis Jerry avait chanté, mettons, Au clair de la lune ou Trois petits mignons au Place de l'Ermitaine pour les enfants qui étaient là, tu sais. Donc, il existait un Jerry domestique. T'sais. Et je pense aussi que quand il était à la maison avec Françoise, sa consommation de bière était plus légère, comme on dit. Jerry voulait qu'il fredonne des chansons pour les enfants? Vous avez de la misère à y croire? Imaginez-vous qu'on a retrouvé une femme qui a vu ça de ses yeux vus et surtout entendu ça. Alors moi, je m'appelle Lucille Veilleux. Je suis productrice de métier. Jerry, c'est le papa de Julie. Julie fréquentait la garderie avec mon garçon, avec Maxime. Donc, ça veut dire probablement dans les années 86, 87, quelque chose comme ça. Et puis, Françoise nous avait invité toute sa classe, enfin pas la classe, là, mais tout le groupe d'enfants à venir à Longueuil, à sa maison, puis faire la fête pour Julie. Et puis, à un moment donné, Jerry est là, il arrive, dit bonjour aux enfants. Puis, à un moment donné, il s'installe au piano. Puis, je le vois de dos, il pianote un peu. Puis, à un moment donné, passe montagne, les papillons, les souliers neufs. Et là, tous les enfants qui arrivent, puis qui tapent des mains, puis qui dansent, et puis tout ça. Écoute, je l'ai en tête, là, je le vois. Fait que là, c'était Jerry, le papa. C'était touchant, c'était doublement touchant pour moi de le voir de même, puis c'était vraiment un souvenir inoubliable. Je soupçonnais vraiment pas ce Jerry attendrissant qui chante pour les enfants. Je soupçonnais pas non plus le Jerry très timide que plusieurs de mes invités m'ont décrit. Sa timidité, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles, en public, il devait souvent s'en remettre un peu de courage liquide. Un jour, la SOCAN organise une conférence un dimanche matin dans un hôtel du centre-ville où on était 4-5 sur scène à parler de l'art d'écrire des chansons. Il y avait Jerry, il y avait moi, il y avait l'ineffable Lucien Francoeur, puis quelqu'un d'autre. Et c'était à 10h du matin, un dimanche. C'est tard samedi soir pour Jerry. T'sais. Alors Jerry est timide et exige, tranquillement mais fermement, qu'on ouvre le bar de l'hôtel pour qu'il puisse boire 3-4 bières avant de prendre la parole devant l'assemblée des gens qui étaient là. Alors, donc je pense qu'il fait partie de ces timides, ces tendres, qui fait qu'il avait besoin de se craquer pour faire ce qu'on attendait de lui. On s'imagine pas ça que Jerry Boulet, c'était un tendre. On s'est beaucoup fait dire ça, qu'il parlait pas tant que ça, finalement. Non. Puis beaucoup d'humour. Mais comme je te dis, c'est qu'il y avait un petit peu Jekyll et Hyde. Tu sais, en le sens que je l'ai vu, moi, dans 2-3 occasions, justement, consommer ses bières une après l'autre. Et, tu sais, il y a une expression qu'on employait dans mon quartier, être un petit coq bandé. Je sais pas si tu sais ce que c'est un coq bandé. Donc, Jerry était petit et je pense qu'une des
une partie des tensions entre lui et Pierre Harel venait de là, parce que Pierre Harel est plus grand que Jerry, en tout cas. Alors, il y avait un petit côté Napoléon chez Jerry qui fait que il était facilement susceptible. J'ai jamais eu à en souffrir personnellement. J'ai toujours été du bon bord de Jerry. Peut-être que oui, j'étais dans sa famille, ou je sais pas quoi, mais j'ai jamais eu à redire de son comportement avec moi. Mais c'est ça, il pouvait m'emmener devenir assez abrupt. Tu sais. Jerry avait quand même des fréquentations infréquentables. Je crois, c'est-à-dire que, je vais être généreux, comme un aimant, il attirait du monde. Tu comprends-tu? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais? C'est comme un boxeur. Qu'est-ce que tu fais s'il y a 14 Hells Angels à ton combat? Parce qu'il aime ta manière de faire, tu sais. Tu vas-tu les répudier? Difficilement. Tu vas-tu les faire sortir? Encore moins. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça. La musique d'Offenbach attirait comme ça. Est-ce que Jerry, pour ce faire, ça veut dire qu'après, il sortait avec les motards au fou? Ça, c'est un Jerry que je connais pas. Honnêtement, ça serait prétentieux de ma part, là. Tu sais, j'ai une couple de fois fait la fête avec Jerry, mais rien de mémorable et d'homérique comme une affaire de motard, c'est certain. La musique d'Offenbach attirait toutes sortes de monde pas très rassurant. Parmi eux, Michel Blas, frère aîné du tristement célèbre Richard Blas, qui a longtemps été considéré comme le criminel le plus dangereux au Canada. Michel, lui, était, dit-on, un des tueurs à gages les plus compétents en ville. En 1980, il sort de prison sous liberté conditionnelle après avoir été condamné en 1976 à une peine de 12 ans pour double meurtre. C'est à ce moment-là que Mike, Michel Blas, va s'arranger pour que sa trajectoire croise celle d'Offenbach. Dans son sous-sol, Breen Leboeuf se remémorait tout ça avec un mélange de joie, d'incrédulité et d'effroi. L'amitié avec Michel Blas. Quel regard tu posais là-dessus? Toi, je comprends que t'étais un rocker aussi, là, mais t'arrives de Toronto, puis tu débarques dans cette scène-là. Maudite Mike, parce que Mike est très aimable, hein? Pour un tueur à gages, là, très aimable. Mais Mike s'est imposé, OK? Il a tombé en amour avec Offenbach pendant qu'il était en prison sur 2 meurtres. Ils l'ont laissé sortir après 3 ans et demi, ce qui est typiquement québécois, je pense. Ça fait qu'en sortant, il a décidé qu'il aimait déjà Offenbach. Il voulait travailler avec Offenbach. Il voulait s'approcher de Jerry puis de Offenbach. Ça fait que l'histoire, hein, la façon comme moi, je m'en rappelle, parce que je me rends compte maintenant avec l'âge que j'ai que tout le monde est en train d'embellir leurs histoires. Mais moi, ce que je me rappelle, c'est qu'il s'est présenté au bureau de Luc Faneuf, qui était un de nos bookers à l'époque. Puis Véronique Béliveau était signée avec Luc aussi. Véronique, elle avait besoin d'un chauffeur gérant de route. Ça fait que Mike a dit à Luc que c'était lui. Puis Luc a fait « OK ». Ça fait que Mike a pris la job de chauffer, puis il y avait une camionnette camper style, tu sais, un bleu, là, tu sais, bleu et gris, t'en rappelles-tu de ces modèles-là? Ouais. Ben, avec le toit un petit peu plus élevé, puis il y avait un kit en arrière, sofa, fridge, stove, tout le kit, là, équipé pour camping. Puis, il chauffait pour Véronique et je pense qu'il collectait l'argent aussi parce qu'il était bon collectionneur d'argent, Mike. Les gens le payaient vite. Ça fait que là, il s'est tanné, je pense, à un moment donné, puis il a rencontré Jerry, puis soudainement, il était notre gars, notre directeur de tournée, notre gérant de route. Puis on se faisait payer, il m'a dit, pas de problème. Mais il était toujours en possession de beaucoup de stock, tu sais. Ça fait que c'était pas toujours commode de l'avoir dans les loges avant le show. Parce que les tunes passaient vite en 187. On jouait comme... C'est la maladie qui avait pris tous les musiciens à l'époque oui. Par le nez, mettons. Oui. Ben, ça fait du tort chez nous, je trouve. Ça m'a fait du tort personnellement. Ça fait du tort à plein de monde. Ça a diminué notre niveau de qualité pour nos shows aussi. Puis il y avait toujours le danger, parce que Mike était toujours actif comme bad guy, tu sais. Ça fait que... Il est retourné en prison. Hein. Ouais, oui. Ben oui, il est retourné en prison, mais entre-temps, Mike, tu sais, exemple, quand j'embarquais dans sa camionnette, je bloquais les 2 oreilles puis je fermais mes yeux parce que quand il partait le moteur, j'étais toujours prête pour une bombe, moi. Il riait au bout. Quand il me faisait, tu sais, bloquer les oreilles puis les yeux, il partait à rire puis là, il partait à la clé. Pas aujourd'hui, Breen, c'est correct, man!
Ce qui attirait Jerry dans ces personnalités-là, c'est son côté bum à lui. Côté bum et le côté aventurier à ceux qui font des mauvais coups, puis ceux qui sont hors la loi. Il y a quelque chose de rebelle. Il y a quelque chose aussi de... Je ne sais pas, c'est quelqu'un... Il y a une indépendance féroce qu'on trouve chez les hors la loi. Jusqu'au point d'être une folie, tu sais. Mais ça veut dire ça que si vous aviez besoin de quelqu'un pour aller collecter vos payes, par exemple, vos cachets, ça veut dire qu'il y avait des gens qui essayaient de vous flouer, là, souvent. Il y avait toujours le danger parce que c'était une gang, tu sais, c'était toute une gang. Notre public, là, il y avait du monde là-dedans qui était, tu sais, il y avait des bikers des fois qui ne voulaient pas payer, tu sais. On avait un gardien de sécurité qui était bien bon là-dessus, un gars qui a travaillé pour Daniel Johnson à l'époque, je pense, comme un petit, avec une grande gueule, bien aimable, karaté, puis son gun à lui. Ça fait que il convainquait les bikers et les gars, ils ont besoin de se faire payer, les gars, là, ils vivent de ça, voyons donc. T'sais. Mais il n'y avait pas de dépôt, là. Tu ne pouvais pas aller au guichet avec... On t'a payé en 5$ souvent, là, tu sais, des sacs pleins de billets qui étaient donnés à la porte. On ne chargeait pas cher, là, des 5$. Le producteur nous donnait ça, tu sais. Ça fait que qu'est-ce que tu fais une fois que la valise est pleine de 5$ puis de 10$? Il faut faire de quoi avec? Des fois, on le cachait dans les tuiles, des plafonds, pendant le show. Tu sais, c'était problématique un petit peu. C'était bon d'avoir quelqu'un qui était prêt à défendre nos intérêts économiques. Je connais une jeune femme, comme bien d'autres jeunes femmes, qui est amoureuse d'Offenbach. Pas de Jerry, de Johnny, de Breen, de John ou de Bob. Non, d'Offenbach. Une essence, une ambiance, une énergie. J'irais jusqu'à dire une sensualité toute particulière. La jeune femme en question n'est pourtant pas la rockeuse typique, habillée de cuir et l'air tough. Bien au contraire, c'est le genre bonne famille aisée, un brin romantique dans le vêtement et le regard, la désinvolture de sa génération. Et une adoration pour Offenbach. Cet extrait d'un portrait d'Offenbach paru dans Québec Rock en avril 1981 montre bien la ferveur des fans inconditionnels du groupe. Le texte s'intitule « Offenbach, : persévérance et générosité, l'anatomie d'un orchestre ». Parce que la persévérance et la générosité, ce sont les deux ingrédients qui permettent au groupe d'enfin s'imposer au début des années 80. Même si, bon, le rock au Québec, c'était pas encore la musique de la majorité. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'Offenbach, c'était pas très populaire au Québec. Les gens, maintenant, allient ça avec Jerry puis sa carrière solo. Mais à l'époque, ça jouait pas vraiment à radio. C'était un public bien particulier qui faisait du live et qui pouvait remplir le forum, mais c'était pas des vedettes pop. En entrevue avec Marc Desjardins, toujours dans Québec Rock, en 1983, Jerry décrit la place unique qu'occupe Offenbach dans le paysage musical d'ici. Vous aurez compris que c'est encore une fois Marc Desjardins qui nous imite gentiment Jerry. Faut pas oublier, déclare avec sérieux Jerry, que pendant 5 ans, les seuls groupes qui sont mis sur la map du Québec, c'est les amoureux du grand air, les tripeux de campagne et de musique légère. Le rock'n'roll, malgré tout son côté succès, gros char, petite femme, commande Jerry, c'est encore quelque chose de marginal, quelque chose de hardcore pour les spécialisés qui acceptent d'en manger à longueur de journée. De l'extérieur, ça a l'air bien populaire, bien répandu. Mais c'est juste parce que les rockers font plus de bruit que les autres. Au fond, il se vend encore bien plus de longs jeux de Chantal Paris que de groupe rock. Trompe-toi pas. Ces deux mots-là, persévérance et générosité, que tu choisis pour coiffer ton article à l'époque, est-ce que tu les emploierais toujours? Parce que c'est toujours ces deux mots-là que tu emploierais pour décrire Offenbach? Oui. Pourquoi? Parce que c'est exactement ça qui est fond. D'un côté, cette espèce de générosité jusqu'à l'excès de vouloir en donner plus, puis d'en faire plus, tout ça. Puis en même temps, le fait que même si c'est dur, même si c'est tough, même si pendant des années, il a fallu qu'ils jouent dans des bars miteux, ils ont continué, ils n'ont pas arrêté jusqu'à temps que la formule d'Offenbach ne marche plus, tu sais.
Si on avait à les comparer aux plus grands du rock mondial de leur époque, à leurs contemporains partout sur la planète, Offenbach, tu les situes où? Je les situe au même niveau que les plus importants groupes. S'ils n'étaient pas nés au Québec, s'ils avaient été anglophones ou anglo-saxons, il y aurait eu la capacité d'atteindre le niveau de groupes comme The Who aisément. Parce que la qualité de ce qu'ils faisaient au niveau du rock, c'était là. Ils étaient au Québec. C'est le seul problème. Ouais, des groupes comme ça, j'en suis absolument convaincu. Puis là, c'est ma crédibilité de critique puis de musicologue de rock. Mais c'est ce que je crois. C'est pour ça qu'ils sont encore si respectés. On se souvient beaucoup du dernier show d'Offenbach en 1985 au Forum, mais Offenbach a présenté pas moins de 4 spectacles dans l'ancien domicile des Canadiens. C'est en 1980 que le producteur Alain Simard, de connivence avec André Ménard, oui, les deux mêmes gars qui venaient de partir ce tout petit festival, le Festival international de jazz de Montréal. Fait qu'Alain Simard, il a une belle idée de fou, propulser un groupe québécois sur une scène jusque-là réservée aux Américains ou aux Anglais. Un événement que Marc Desjardins couvre bien sûr pour Québec Rock. C'est quoi ton souvenir le plus marquant d'Offenbach en spectacle? En spectacle? Oui. Forum. Le premier forum que j'ai suivi du début jusqu'à la fin, si tu as regardé, il y a un photoreportage de mon ami Jean Bernier, qui est un émérite photographe. Mais non, tout ça, tout autour, tous les éléments, la consécration, puis les gars, ils en croyaient pas leurs yeux, là. Puis je me rappelle André Ménard puis Alain Simard qui faisaient une petite danse côté du stage puis qui me disaient ça va tout être plein. Puis j'étais là toute la journée autour après. Puis... Est-ce que, à tes yeux, c'était un pari risqué de booker Offenbach au Forum en 1980? Non, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour faire vraiment un concert qui allait être mythique puis qui allait être à leur dimension. Tu sais, Offenbach ont presque commencé leur carrière avec l'Oratoire Saint-Joseph. Hein? Fait que, tu sais, bon. Puis Offenbach, ça jouait pas radio, mais ça jouait live en tabarouette, tu sais. Fait que, puis il n'échappait pas un dans le concert, tu sais. C'était ça, là, tu sais. Puis c'était l'unité la plus solide au moment le plus efficace, là. Non. Puis moi, j'étais sur le bord du stage tout le long, ça fait que c'est... voir Jerry exulté, là, tu sais. Quel souvenir tu gardes de cette journée-là? Une journée où tu vois ton chum puis sa gang se rendre compte qu'ils sont importants au Québec et tout, parce que Jerry a passé sa carrière à douter constamment de sa pertinence, de son importance, du succès. Si Jerry doute, c'est propre à lui, parce que le début des années 80 est marqué pour Offenbach par un succès de plus en plus important. Tournée en France, tournée québécoise avec Joe Cocker et Zachary Richard ou avec Plume Latraverse, récompense au gala de la disque. Le groupe est au sommet, même si certaines mauvaises habitudes commencent à produire leurs effets nocifs. C'était trop facile. Les dealers garachaient sur notre band, tu sais. On payait pas. On faisait pas d'argent, premièrement, avec Offenbach. Vraiment, là, ça passait pas dans nos poches. Mais on n'avait quasiment pas besoin parce que les gens nous payaient la traite. À soir, faut que ça brasse. J'ai le rock'n'roll pis toi. C'est ça que chantait Jerry sur Traversion, en racontant le samedi soir de party d'un gars qui dépense sa paye de la semaine. Mais pour les membres d'Offenbach, le party, c'est pas mal à chaque jour. De plus en plus, les effets pervers de leur soirée un peu trop rock'n'roll affaiblissent leur faculté créative. Jusqu'à quel point, pour faire du rock'n'roll, faut vivre cette vie-là, la vie de rock'n'roll qui nous détruit? Ce n'est pas nécessaire. C'était une partie du charme bizarre de notre train de vie. Ça fait que, à quelque part, tu sais... Mais je pense que l'énergie que ça donne, c'est négatif. On peut distorsionner notre personnalité avec ça au point qu'on commence à croire des affaires qui sont invraisemblables et qui peuvent vraiment affecter la façon qu'on voit, qu'on apprécie des gens avec qui on œuvre. Et ça peut causer déjà
Dans un band, on a des personnalités en conflit souvent. Ça n'a jamais aidé, ça. Puis, quand ça vient à l'efficacité, juste l'efficacité de quelqu'un qui travaille, OK? La discipline du travail est affectée d'une façon incroyable quand on est parti là-dessus. Je me suis rendu compte souvent, dans les années torturées, là, avant que j'arrête, que j'étais assis, à un moment donné, je suis assis à une table, mais c'était au bistrot, tu sais, avec ma gang. Puis tout le monde est toasté. Puis tout le monde raconte les mêmes histoires, des mêmes projets qu'ils vont faire qu'il y a 3 ans. OK? Puis, ils sont sur le pilote automatique. Ils racontent les histoires. Tout en même temps, il n'y a personne qui écoute l'autre. Puis soudainement, tu as un moment de lucidité, puis tu écoutes ça, puis tu fais « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? » Pas grand-chose. Tu sais? C'est vraiment pas productif. Ça fait que oui, ça nous a coûté quelque chose. Malgré son mode de vie qui collait un peu trop fidèlement aux clichés du rock, Jerry refusait de tabler là-dessus. Selon Pierre Huet, Jerry aurait même hésité à enregistrer la chanson 2 autres bières. Il n'est jamais arrivé, mettons, qu'il me donne la musique de ce qui est devenu 2 autres bières, que je présente un texte, c'est pas bon, on recommence. Mais étonnamment, je repense à 2 autres bières, il y avait une réserve, Jerry, et que ça va vous étonner, c'est qu'il ne voulait pas passer pour quelqu'un qui boit. Quand je suis arrivé avec la chanson 2 autres bières. Et pourtant... Est-ce qu'il reste encore des choses à dire au sujet de Jerry? Le Jerry qui est dans l'imaginaire populaire, est-ce qu'il correspond à une forme de vérité? Ce que je te dirais, c'est que, peut-être tu vas y contribuer, mais qu'on le désanctifie un petit peu. Tu sais, je veux dire, je trouve qu'on pense trop à Rendez-vous doux et pas assez à Offenbach. Tu sais, je pense qu'il y a des chansons, je les nommerai pas, des chansons sur Rendez-vous doux que Jerry, en pleine forme, 5 ans avant qu'Offenbach, aurait dit « je chante pas ça ». Tu sais, il l'a fait. C'était un choix et tout. Il n'y a rien de quoi avoir honte. Mais je trouve que l'image qui est véhiculée en ce moment, c'est le saint Jerry Boulet. Et c'est partiel. Tu sais, il était un rocker et il a passé sa vie à faire Offenbach, puis il a fait, après ça, Rendez-vous doux. C'est débalancé, je trouve. Là. Il y a des bonnes chansons là-dessus. Que Plume, il a fait une magnifique chanson et tout. Toujours vivant de Michel, est une chanson magnifique, tu sais. Mais bien meilleure que ce que j'avais fait. Mais c'est ça. Comme beaucoup d'entre nous, Breen garde Jerry près de son cœur, même 30 ans après son départ. Il lui lève souvent son verre, sans alcool, surtout le 18 juillet, jour de la mort de Jerry et de la naissance de Breen. J'ose espérer qu'il y a des chanteurs aussi authentiques que Jerry Boulet aujourd'hui au Québec, mais il me semble qu'il y a quelque chose de pur là-dedans. Jerry était forcé d'être authentique. Jerry était un gars qui a trouvé sa voix. Et il n'y en avait pas d'autre. C'était vraiment lui, ça. Il faisait pas semblant d'avoir une voix qui chantait comme ça, là. Jerry, là, pour chanter doux, là, ça prenait tout son petit change. La garnotte était là. Est-ce que tu penses souvent à Jerry? Oui. Tu sais, il a fait partie de ma vie dans une période où je faisais parmi les meilleures œuvres de ma carrière que je chante encore. Donc, à chaque fois que je les chante, tous mes amis qui ont été là pendant le temps que ces chansons-là ont été mises sur pied sont comme présents, en quelque part. Ils font partie de la tonne, ça fait que ils m'accompagnent à travers ça. Puis, évidemment, à chaque 18 juillet, on fête mes fêtes ensemble, moi puis lui, tu sais. Puis, comme dans le temps. Non, pas tout à fait. C'est pas aussi bien arrosé. Mais je pense à lui quand je chante des chansons où je veux rentrer dans le texte. Parce que lui, il avait un talent spécial à mordre dans un texte. Vraiment, vraiment l'attaquer. Mais sans être trop brut. La façon qu'il prononçait, la façon qu'il mordait dans le texte, il donnait beaucoup d'importance aux mots. C'était pas des fioritures de notes, là. C'était le contraire. Est-ce que vous aviez des longues conversations ensemble? Oui. Même si c'était pas un jaseux quand vous étiez ensemble? Non, quand on était ensemble, on trouvait un beat. Puis souvent, quand on était ensemble, on écoutait de la musique.
on parlait de musique. Des fois, on parlait du personnel. J'ai trouvé qu'il y avait des moments où il avait besoin d'une oreille, lui. Tu sais, moi, j'ai toujours besoin d'une oreille. Lui, il y avait des moments où il avait besoin d'une oreille. Il était drôle, parce que Jerry était drôle sans le savoir. C'était pas un gars qui avait un sens de l'humour pour faire des jokes. Tu sais. Mais il était drôle parce que des fois, il était tellement surprenant dans la façon qu'il agissait que tu faisais « Sacrément, qu'est-ce qu'il fait là? » Quand il abordait quelque chose de plus sérieux pour lui, des fois, il y avait un silence qui précédait. Puis après ça, il faisait « Ouais ». Une affaire de même, tu sais. Juste un son qui était comme une ouverture. Tu disais « Ouais, quoi? » François, c'était enceinte. C'est une bonne nouvelle, félicitations, il dit. Ouais, Denise aussi. Oh, OK. Ouais, c'est compliqué, ça. C'est un peu compliqué. Les conversations entre Jerry et Breen sont parfois sérieuses, comme lorsque Jerry lui a appris que sa première épouse dont il était séparé, Denise, était tombée enceinte de lui presque en même temps que sa compagne Françoise. Mais plus souvent qu'autrement, les gars jasent de musique. Puis qu'est-ce que vous écoutiez comme musique ensemble? Lui était maniaque de Tom Waits. On écoutait des... Tom Waits? Tom Waits, il était maniaque de Tom Waits. Il aimait Tom Waits là, au bout. Là. Pour lui, c'était quelque chose. Là. C'était un artiste, ça. Pourtant, c'est deux artistes, Jerry Boulet et Tom Waits, qui sont assez différents. Ben... Et qui ont aussi beaucoup de choses en commun, dont la voix. Deux bombes. Oui. Deux bombes. Ouais. Puis, la voix... Et Tom Waits, je pense qu'il était jaloux de Tom Waits parce que c'était un homme de parole. Tu sais, Tom Waits avait une poésie magnifique. Puis Jerry a toujours respecté les textes. Merci de bon Dieu. Parce que si la musique d'Offenbach peut endurer, là, c'est pas toujours la musique qui endure. Des fois, il y a des affaires là-dedans qui sont datées. Mais parce que le texte est tellement fité avec le chanteur, là, ça endure. Parce qu'il y a une vérité. Il y a une vérité qui est saisie là, dans le moment où Jerry chante les textes qui sont à lui. Tu sais, qui fit dans sa bouche, comme il dirait. Est-ce que tu te souviens d'une chanson en particulier de Tom Waits qu'il aimait? On écoutait des albums, on n'écoutait pas une tonne. Des fois, on s'assoyait, puis on buvait, puis on écoutait, puis de temps en temps, on lâchait un whack, on jokait. Puis souvent, il y avait... Une fois que le souper était fini, ou une fois que, tu sais, on avait fini... Des fois, on jouait aux cartes. 500 romains, des fois, on invitait d'autres mondes, puis des fois, on sortait. Puis une fois qu'on sortait, ben, on se perdait dans la crowd. Des fois, là, on m'a emmené là, vers 11h, minuit, là. On était partis chacun de son bord. Puis le lendemain, des fois, on s'appelait pour voir qu'est-ce qui se passait, puis des fois, on... Des fois, c'était le surlendemain. Ben, c'est ça. Des fois, c'était l'autre rencontre. La musique d'Offenbach endure encore, comme le dit Breen, grâce au texte choisi par Jerry, mais aussi parce qu'il a très rarement accepté de courber l'échine. Connaître du succès en musique, c'est difficile, mais en connaître en faisant aussi peu de compromis, c'est ça qui est pour moi la marque des vrais artistes. Faut quand même pas oublier que Jerry, c'était pas un ange, qui a été ami avec des méchants, qui s'est beaucoup magané la santé. Il y a certainement dans le mythe d'une vraie vie de rocker quelque chose d'attirant. Mais ce mythe-là, ça peut aussi devenir un piège. Je vous avoue que j'aurais beaucoup aimé ça, avoir la chance, comme Breen, de passer une soirée à écouter du Tom Waits, à jouer aux cartes avec Jerry. Jerry, je te lève mon verre. Et j'espère avoir la sagesse de jamais m'y noyer. Merci à nos invités, Breen Leboeuf, Pierre Huet et Marc Desjardins. Vous pouvez poursuivre votre aventure en explorant le vaste catalogue d'Offenbach, disponible ici, sur Cube Musique. Je lève mon verre à ma gang de Bessic à moi, Bastien Gagnon-La France et Philippe Séguin. À la recherche et à l'animation, c'est Dominique Tardif, qui pourra pas vous le dire assez souvent. Merci! Jerry Boulet,
Animal Musical est une exclusivité Cube Musique.